Sur les questions climatiques, bah oui, on commence à voir aussi les dégâts que cette accélération, cette croissance ultime a aujourd'hui sur le climat. C'est difficile à chiffrer vraiment quantitativement, notamment c'est surtout les GAFAM qui ont les informations et qui, bien sûr, les ressortent un petit peu de temps en temps. Mais aujourd'hui, il y a quand même tout le monde est d'accord pour dire c'est aller très vite. Il faut réguler et attention, ça consomme trop. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait ? Comment on fait pour continuer ? Comment on fait pour que l'IA sauve la planète, mais ne la détruise pas ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet, en fait. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du podcast AI Voices. Aujourd'hui, j'ai en compagnie Mélanie. Mélanie, je te laisse te présenter. Bonjour Aurélia, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Mélanie Beer, j'ai créé mon entreprise de conseil en communication marketing et je me suis spécialisée en fait pour accompagner les entreprises à impact et notamment les entreprises d'IA qui utilisent l'intelligence artificielle pour lutter contre le réchauffement climatique et tous les enjeux de développement durable. Tu as donc dévoilé le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, IA et climat. Moi, j'ai envie que tu m'apprennes tout aujourd'hui. J'ai envie de ressortir de cet épisode en ayant un peu des enjeux plus clairs de ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, a dit que l'IA, c'était une révolution, c'était la nouvelle révolution. Bon, je ne peux que être convaincue, mais du coup, il y a forcément quelques impacts. Notamment, donc on peut utiliser l'IA pour tellement de sujets que ça parfois en fait mal à la tête, pour le business, pour le personnel, pour l'organisation, pour des milliards de sujets. Et aujourd'hui, on va focus plus sur la partie climat. Est-ce que tu penses que l'IA c'est vraiment une révolution industrielle, comme le disait Antonio, et voilà, quels sont un peu tes retours par rapport à ça? Je trouve ça très intéressant que tu prennes l'exemple du secrétaire général de l'ONU. Moi, à la base, j'ai un background de géopoliticienne. Donc, en fait, un des sujets qui m'intéresse dans l'IA et dans des enjeux green, c'est justement la partie géopolitique, c'est le côté international. Et en effet, l'IA, c'est une révolution. Il n'a pas été le seul à le dire. Bill Gates a également dit que c'était l'équivalent du lancement d'Internet ou même de l'ordinateur. Ça nous bouleverse tous déjà. On le voit dans notre quotidien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a un impact sur toute notre société. Mais donc aussi tous les domaines, que ça soit l'énergie, les transports, l'agriculture. On manque de chiffres. Moi, je vais aussi être très humble aujourd'hui parce que on est tous... ça va tellement vite qu'on est tous un petit peu happés par cette vitesse. Et ce qui est intéressant, il y a un vrai paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il y a deux vitesses. En gros, il y a l'IA qui va très vite, on appelle ça l'IA mania. Bloomberg a annoncé récemment une croissance de 42% par an sur le marché de l'IA. C'est énorme. Alors évidemment, en ce moment, on parle d'une potentielle bulle spéculative, ça fait peur, mais il y a une IA mania, c'est une évidence. Tout le monde s'est engouffré dedans depuis 2022. L'IA n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, mais voilà. L'IA générative. Générative, bien sûr. C'est éventuellement un peu nouveau, mais l'IA, ça date quand même d'il y a quelques années. Donc ça, il y a cette IA mania qui est évidente. À côté, il y a le réchauffement climatique qui est également évident. Le rapport du GIEC nous le montre. Ce qu'on vit aussi au quotidien, notre été encore avec les mouvements météorologiques, on le voit au quotidien. Donc il y a le réchauffement climatique qui s'accélère, l'IA qui s'accélère, et en parallèle, on a nos gouvernements, nos gouvernances qui essayent un peu malgré tout d'aller aussi vite que la machine, mais ça va trop vite évidemment. Ouais. Et la gouvernance, le concept de la gouvernance, c'est une conciliation internationale à haut niveau de tous les gouvernements, de toutes les entreprises. Franchement, c'est un projet titanesque. Donc, on voit des avancées, on va en parler aujourd'hui. Mais c'est un challenge, quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. On est en cœur du réacteur. Ouais. Et tout peut changer, et on va voir dans quelle direction on va. Et je pense que déjà, la première chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est... je vois beaucoup de stress autour de l'IA. Ouais. Tu vois, je ressens vraiment le stress quotidien, tu vois, oh, mais attends, j'ai peur de passer la vague de l'IA, mais qu'est-ce qui va se passer ? Oh mon Dieu, etc. Des stress. Ouais. Je pense qu'effectivement, ça va arriver. On en est qu'au tout début. Là, les 3/4 des boîtes, en fait, elles savent pas forcément où elles vont. Donc, elles ont mis de l'IA à tous les étages. Même toutes les boîtes, au final, qui ont 0 retour sur investissement aujourd'hui. Donc, je pense, en fait, du calme. Ouais. Faut trouver je pense qu'il faut arrêter de penser à des cas d'usage hyper globaux, de vouloir mettre de l'IA vraiment à tous les étages et avancer petit à petit.
Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà dans des petites tâches du quotidien qui peuvent vraiment faire une différence? Et donc plus partir des cas d'usage métier et après pouvoir automatiser un max de choses. Mais voilà, step by step. Mais en tout cas, pas de pression. Je suis d'accord. Pas prêt de partir. Et je pense que plus on se met la pression, moins on va l'aborder de la bonne manière. Et je pense que c'est important aussi d'apporter un peu de calme dans une époque où justement déjà globalement on va tous très vite. Mais là, l'IA, c'est comme si on avait fait x2, x4. Et en fait, on est un peu en train de se prendre le pied dans le tapis aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est aujourd'hui, il y a quand même une élite intellectuelle qui est aussi en train de paniquer. Il y a eu beaucoup de panique au début, d'ailleurs, ça faisait peur. Maintenant, j'ai l'impression que la phase de peur, on l'a un peu passée. La phase aussi de paillettes, on l'a un peu passée. D'où les nouveaux articles de bulles spéculatives, que les gens commencent à se demander est-ce qu'on n'est pas allé trop vite. Et sur les questions climatiques, bah oui, on commence à voir aussi les dégâts que cette accélération, cette croissance ultime a aujourd'hui sur le climat. C'est difficile à chiffrer vraiment quantitativement, notamment c'est surtout les GAFAM qui ont les informations et qui, bien sûr, les ressortent un petit peu de temps en temps. Mais aujourd'hui, il y a quand même tout le monde est d'accord pour dire c'est aller très vite. Il faut réguler et attention, ça consomme trop. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait ? Comment on fait pour continuer ? Comment on fait pour que l'IA sauve la planète, mais ne la détruise pas ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet, en fait. Clairement. Et récemment, j'avais vu qu'il y avait quelque chose qui était sorti justement pour différencier un peu, pas mettre IA for Green partout sur tous les tableaux, alors qu'il y a tellement de cas d'usage ou tellement de manières de l'aborder de manière différente. Est-ce que tu peux nous expliquer, je dirais, les avancées récentes et maintenant les étiquettes entre guillemets qu'on a mis sur ce sujet? Aujourd'hui, se distinguent deux étiquettes. Je suis désolée, je vais le dire en anglais parce que c'est... Tu peux, allez, fonce, je t'autorise. Ça n'existe pas encore en français. Donc, on a deux étiquettes distinctes. Donc, l'IA Green, c'est l'analyse de l'IA en tant que tout l'impact écologique, énergétique qu'il a sur la planète aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment c'est plus une analyse d'optimisation des données, de gestion des serveurs, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça va être l'étiquette IA Green. Et à côté, il y a une autre étiquette qui est IA for Green. Et ça, c'est comment on utilise cette IA, cette technologie incroyable qui a des compétences, en fait, qui permettent de mutualiser tellement de données en peu de temps, qui peut aider à lutter contre le changement climatique. Moi, c'est ça aussi, cette partie qui m'intéresse, l'IA for Green, parce que c'est génial de voir autant d'initiatives qui ont émergé en 2 ans dans le monde entier. Il y en a vraiment partout. Et ça va de l'initiative, par exemple, les Nations Unies. Ils ont créé un programme qui s'appelle IKI. Et au Burundi, au Tchad, au Soudan, ils ont créé des modèles météorologiques qui permettent aux communautés localement d'avoir des informations en amont sur les risques de problèmes météorologiques et de catastrophes naturelles. Ouais. Exactement. En fait, ça permet aux communautés et aux politiques locales de se préparer. Le continent africain, c'est un des continents qui va être le plus impacté par le changement climatique. Donc ça existe, par exemple. Ensuite, il y a plein d'autres initiatives et dans tous les domaines. On parlait des GAFAM, ils se positionnent déjà sur le sujet, donc ça, c'est intéressant. Ils n'ont pas de choix, hein. Ouais. Je pense que... En fait, en tout cas, il y a dans leur service une prise de conscience certaine que Microsoft et Google se sont, pour l'instant, focus notamment dans leurs programmes sur l'agriculture. Donc, les programmes, pareil, aussi beaucoup de data sur la météo, mais aussi la qualité des sols. Il y a une initiative géniale qui s'appelle Data for Good en France. Et en fait, ce collectif permet à des structures d'émerger. C'est que de l'open source, ça veut dire que c'est des choses qu'on peut réutiliser ensuite et c'est vraiment l'intelligence collective. Parmi ces beaux exemples qui ont été créés, donc il y a notamment une initiative pour lutter contre les feux de forêt. Oui. Voilà, donc c'est une IA qui détecte les feux de forêt. Donc ça, c'est génial aussi. C'est aussi la protection des océans. Donc, comment on peut essayer de dépolluer les océans, comment on peut essayer de traquer les bateaux qui font de la surpêche. En fait, l'IA, on peut l'utiliser dans plein de cas pratiques directs qui peuvent protéger la biodiversité, qui peuvent nous aider à s'adapter à ce réchauffement climatique qui va très vite. Et voilà, donc ça a le mérite d'exister et c'est bien.
Et ça, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense comment ça marche, c'est qu'est-ce qui nous permet de faire ça. C'est déjà d'avoir une vision en temps réel de ce qui se passe et de pouvoir prendre des données de la météo, prendre des données, tout un type de données. Et en fait, on va croiser ces données pour justement permettre de détecter en amont ou en tout cas en temps réel des problématiques. D'ailleurs, il y a très très peu d'informations aujourd'hui. C'est tellement nouveau, c'est un sujet tellement nouveau. Déjà, l'IA, c'est nouveau, mais alors IA Green, c'est encore plus nouveau. Il y a un livre qui est sorti en avril dernier de Gilles Babinet, qui est très intéressant. Et lui, ce qu'il avance, c'est la notion suivante. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'IA, par sa création, c'est une grande capacité à traiter des données complexes. Des choses que, en tant qu'humain, multitude de données. On n'aurait pas pu faire. Multitude de sources. Et ce qui est intéressant, c'est que le réchauffement climatique, tous les sujets liés au climat, c'est justement ça. C'est une multitude de sources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'IA a cette capacité de calcul qu'on n'avait pas avant. Et donc, en fait, lui, sa théorie, il a plutôt une approche positive de la technologie et de dire, oui, si on l'utilise intelligemment, cette intelligence artificielle, on peut vraiment faire changer les choses. Mais pour ça, il faut que la première étiquette dont on parlait, l'IA Green, que les choses soient mieux gérées, et notamment les data centers, on peut en parler après, mais... Moi, c'est vrai, Mélanie, je suis une optimiste de la vie. Et donc, je suis convaincue que, et je le vois au quotidien, je vois à quel point ces solutions, ça peut être révolutionnaire et nous permettre justement de prévenir des incendies, nous permettre de prévenir des catastrophes naturelles, nous permettre tous ces sujets où on n'avait pas forcément la main mise dessus. Aujourd'hui, on a une multitude de data, on a une multitude de capteurs entre guillemets issus de différents endroits en fait qui nous permettent justement de prendre des bonnes décisions. Donc, je suis une foule optimiste sur ce sujet-là. Je voudrais pas que ces sociétés aient un impact négatif non plus. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, voilà, justement, tu parlais de data center. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les dégâts que ça cause aujourd'hui? Oui. À savoir que ça les causait déjà quand on envoyait un mail. Hein. Maintenant, peut-être que effectivement, donc c'est pour ça que ça me fait doucement rigoler. Ah, vous utilisez l'IA. Bon, écoutez, vaut mieux en fait être à jour sur la technologie, mais en tout cas, c'est pas nouveau en tout cas. Mais comment aujourd'hui, quel impact réel ça a et pourquoi en fait ça... Ouais. En fait, c'est important de garder en tête qu'aujourd'hui, l'IA, quand on parle de d'IA Green, c'est vraiment à double tranchant. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut garder un esprit positif. Mais l'IA, aujourd'hui, c'est un grand paradoxe à double tranchant. Donc, il y a le côté, ce dont on vient de parler, toutes les initiatives positives qui peuvent aider à lutter contre le réchauffement climatique. Mais à côté, il ne faut pas oublier la première étiquette du début, l'IA Green. L'IA Green, aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'impact environnemental sur la consommation énergétique, sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation de métaux rares. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la croissance exponentielle qu'a connue l'IA a forcé tous ces grands acteurs de mettre énormément d'investissements et donc de construire énormément et d'utiliser énormément de puissance de calcul. En termes de consommation, il faut savoir, par exemple, là, on commence à avoir des données qui nous donnent des exemples un petit peu imagés. ChatGPT, aujourd'hui, une seule requête sur ChatGPT, il faut savoir que c'est l'équivalent d'une consommation 10 fois plus énergivore que d'aller faire une recherche sur ton moteur de recherche classique. Donc, il y a aussi une tendance, en tant que consommateur, et une prise de conscience sur la sobriété numérique, de se dire je vais pas tout chercher sur ChatGPT en fait. Ce que je peux trouver sur un moteur de recherche classique, je vais le faire d'abord. Et du coup, même avec l'IA de Google, bah alors ça pose voilà, et c'est en ça que je te dis que les chiffres changent beaucoup et très vite, et c'est très dur honnêtement d'avoir des data des informations qui sont précises, claires, et justement surtout quand on commence à toucher aux grands groupes GAFAM, c'est compliqué d'avoir le vrai du faux. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est si on prend l'exemple de Google, Google a utilisé une technologie donc DeepMind pour essayer de réduire sa consommation, ce qui est une très bonne chose. Mais à côté, les chiffres qui sont sortis, c'est aussi que en 5 ans, ils ont augmenté de 48% leur impact CO2. Donc ça veut dire qu'ils vont pas du tout réussir à atteindre leurs objectifs 2030. C'est le cas de Microsoft, c'est le cas d'Amazon. En fait, ils sont tous dans le même cas. Le grand débat entre croissance et... Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. On est dans une économie de marché, on peut pas leur... Aujourd'hui, la réalité, c'est que évidemment qu'ils sont allés très vite, évidemment, ils sont allés très fort. On peut tous aujourd'hui bénéficier de ces technologies-là, de ces avancées. Maintenant, il faut une prise de conscience générale. Attention,
c'est vraiment énergivore. Tu me fais penser à un de mes amis que j'ai engueulé l'autre jour, alors que Dieu sait que je n'engueule jamais personne. Mais parce qu'en fait, il faisait plein d'images juste comme ça pour rigoler. Il me dit, ah, regarde, attends, regarde cette... Et c'est vraiment des images qui avaient ni queue ni tête. C'était même pas pour le boulot, quoi. Et il y en avait des tartines et des sur tartines. Midjourney. Sur Midjourney, des tartines et des tartines et des tartines. Et justement, j'avais vu l'info que c'était une image justement générée par l'IA sur Midjourney, ou même pas que Midjourney, je pense, mais au global. C'est une charge complète de téléphone. Donc Exactement. tu charges ton portable toute la nuit. Ouais. Et là, voilà. Donc imagine C'est les 150 monstrueux. photos qu'il faisait. Bien sûr. Je lui ai balancé cette info et écoute, il m'a dit merci Auré. Parce que tu vois, au moins, je m'en rendais pas du tout compte. Donc, moi, je faisais toutes mes images. Alors que je te dis pas qu'il faut pas faire d'images non plus. Je te dis pas qu'il faut plus vivre et pas sortir de chez toi. Mais voilà, quand même en avoir conscience et voilà, se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette image rigolote dont je vais pas forcément me servir. À la limite, l'image pour mettre en fond d'écran ta vision, ton but. Bien sûr. Tu vois, celle-ci, Oui, bon, oui. elle est fair enough, mais c'est vrai de faire quand même attention. En fait, ce qui est très difficile, on en parlait avant l'IA, de la pollution numérique. La pollution numérique, c'est complètement invisible, c'est hyper compliqué. Et en plus, à partir du moment où tu commences à être un usager de la technologie, tu t'habitues, ça devient du réflexe et c'est très dur, on le sait, d'aller contre notre réflexe. Mais c'est évident que je pense qu'il faut parler un peu de ça parce que c'est une prise de conscience aussi de chaque consommateur va être un petit peu responsable de sa consommation propre. En effet, je passe pas ma nuit à générer des images Midjourney juste parce que ça me fait rire. Ouais. En fait, tu as un vrai impact derrière énergétique et écologique. Par contre, il faut pas non plus aller trop loin et d'aller taper sur chaque individu parce que c'est trop facile et qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises ont un rôle à jouer. C'est avant tout elles qui vont changer la donne. Et c'est aussi les gouvernements, mais ça ils en ont. Ouais, j'aurais dit les États aussi. Voilà, ouais, exactement. Et d'ailleurs, en parlant d'État, ça me fait une très bonne transition. Une autre image très très parlante de la consommation énergétique de l'IA. Dans 2 ans, on estime que l'IA va consommer énergétiquement l'équivalent de l'Argentine. Ouais. L'Argentine ou l'Allemagne. Il y a même d'autres études qui disent l'Allemagne. C'est monstrueux. Ouais. Et ça fait prendre conscience, en fait, aujourd'hui. On a tous un rôle à jouer à titre individuel, mais voilà, moi, je suis pas non plus pour blâmer. On s'est concentré sur les individus, à un peu être dans le shaming de « Ah, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça ». Mais ça, en fait, ça aide pas les gens, ils changent clair. pas. Mais en fait, et je pense que ça sert à rien de blâmer parce que chacun en tout cas fait ce qu'il veut, en tout cas à mon sens dans sa vie du moment que c'est plutôt correct. Mais en fait, je pense que les gens n'en ont même pas conscience. Non, exactement. Tu vois, les gens ne savent pas vraiment les conséquences, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. Enfin, même moi, je le vois, je vais pas te mentir, avant de partir en voyage et d'avoir toutes les catastrophes naturelles sur mon chemin, j'avais aucune idée, bien sûr, de ce qui se passait, quoi. Ouais. Je me suis même pas posé la question, parce que j'ai pas forcément baigné bien dedans. sûr. Et après, quand tu vois catastrophes naturelles, enfin voilà, plein d'événements qui se passent comme ça, que tu commences à regarder un peu ce qui se passe autour de toi, là, tu te dis ah mince. Ouais. Et en fait, la beauté du monde, et toi aussi, je pense que t'es voyageuse. Oui. Bon, quand même, tu vois, on voit ce qui se passe à l'extérieur, en tout cas de la France, et les magnifiques, tous les endroits magnifiques qu'il y a autour. Mais en fait, moi, c'est aussi pour ça où je me dis, voilà, j'essaie de faire attention, tu vois, au quotidien, parce qu'en fait, tous ces pays magnifiques, j'ai envie que ça reste, quoi. Ouais. J'ai envie que ça reste pour nos générations d'après. J'ai envie que tout le monde et tu vois, et la chance de pouvoir aller, de pouvoir profiter et partir à la découverte, quoi. Moi, c'est ça aussi qui m'anime, c'est de me dire, aujourd'hui, on a une chance incroyable d'être à la croisée des chemins. Il y a à la fois la plus grande révolution technologique que le monde ait connue. C'est frappant. Et le plus grand enjeu climatique que le monde ait connu. Ouais. Et au milieu de tout ça, on est sur des élections dans le monde entier, qui du coup se prennent du deepfake. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des guerres, et évidemment. Enfin, à la base, moi, je suis géopoliticienne, et ce qui m'intéressait, c'était comment on fait pour rendre cette planète meilleure. Comment on fait pour avoir sans être Miss France, la paix dans le monde, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, je trouve ça passionnant parce qu'aujourd'hui, en fait, tout va jouer sur les politiques qu'on décide. Tout va jouer sur les rôles de nos dirigeants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelles sont les régulations qu'ils vont mettre en place? Et ça commence, hein. Franchement, il y a des choses qui se font. Honnêtement, moi, je suis plutôt agréablement surprise de voir l'IACT qui est sorti à une vitesse folle. Quand on connaît un petit peu le monde de la gouvernance, de la géopolitique, des relations internationales, sortir des traités comme ça. C'est clair, être les leaders, en fait, parce que bien évidemment, après, c'est tous les pays qui suivent, quoi. Voilà. Parce qu'on va pas se mettre en dessous de...
Et il faut avoir un consensus, il faut réussir à dépasser les lobbies, dépasser les intérêts personnels de chaque État. Et aujourd'hui, il faut aussi embarquer les entreprises, on en parlait. Et c'est très dur d'embarquer des entreprises et de leur dire, en fait, là, vous êtes sur des poules aux œufs d'or. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous réguler. Et on se rend compte aussi que, notamment les GAFAM, prennent, et ça, je conseille aux auditeurs de regarder les travaux de Asma Mala, qui fait un travail excellent sur la technopolitique et comment les GAFAM et toutes ces grandes entreprises commencent à prendre un contrôle incroyable. Et aujourd'hui, ça dépasse le pouvoir des États. Donc, parfois, j'ai l'impression qu'on rentre dans des dystopies, honnêtement. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et enfin, moi, surtout, ce qui me fait peur, c'est que je me dis qu'en vrai, le nerf de la guerre, c'est la data. Ouais. En fait, donc à partir du moment où tu as toute la donnée sur que ce soit la boîte, que ce soit sur la personne, aujourd'hui, les GAFAM savent tout de nous. Ouais. Tout. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je préfère, comment je bois mon café le matin, qu'est-ce que je regarde sur Internet, tout. Et bien évidemment, quand elles ont toutes ces données-là, après, c'est plus facile de t'envoyer les bonnes pubs ou de t'envoyer les bons, les choses. En fait, c'est plus facile de comme même pareil au niveau politique, ce qui s'était passé avec les manipulations des élections. Ouais. Bon, ça, il y en a à tout va. Hein. Oui, mais c'est flippant parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où demain, les lecteurs, là, je te prends le cliché, un électeur qui est dans une zone rurale, qui a aujourd'hui 55 ans, qui voit l'IA comme un truc un peu voilà. Aujourd'hui, comment il fait pour reconnaître une vraie vidéo d'une fausse? Souvent, ces personnes-là, elles sont encore consommatrices de Facebook, par exemple. Enfin, moi, je le vois avec mes parents. La vague, elle va être encore plus forte avec l'IA. Et donc, les gens, en vrai, politiquement, ça pose un vrai problème de comment les gens vont finir par croire, en fait. Et donc là, si on revient à notre sujet de l'écologie, il y a aussi encore beaucoup de gens qui sont climato-sceptiques, qui sont persuadés que le réchauffement climatique n'existe pas. Comment on fait aujourd'hui pour convaincre ces personnes-là quand ils remettent tout en question? Et d'un côté, tu peux remettre en question des choses que tu vois sur Internet, vu que tu ne sais pas d'où ça vient, si tu n'as pas été manipulé. Enfin, honnêtement, et c'est en ça que son livre est très intéressant à ce moment-là, parce que elle fait un peu prendre conscience que aujourd'hui, il y a des vraies manipulations des populations et il y a des enjeux de pouvoir. Et il faut en avoir conscience. Et il ne faut pas être naïf. Il faut pas non plus être dans la crainte. L'importance de la pensée critique aussi, tu vois. C'est ça. Prendre aussi un peu de recul. Et c'est vrai que moi, je me souviens, j'avais fait un sujet sur ça. Il faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non. Parce que déjà, entre l'interprétation, tu vois, t'as des vidéos de 10 secondes ou de 30 secondes, en fait, mais en 10 secondes, t'as pas forcément, c'est compliqué de dire exactement l'ensemble de ton point de vue et vraiment, aller dans les détails. Et effectivement, maintenant, avec les deepfakes, c'est Deep Live Cam, là. Oui. J'ai vu. C'est horrible. C'est horrible. C'est frappant. Et à côté, tu deviens Mark Zuckerberg comme ça en 2-2. Et donc t'imagines, même si l'arnaque, il y a eu plein d'arnaques, tu vois, qui étaient faites avant parce qu'il se faisait passer, pour quelqu'un d'autre. Mais attends, il mettait un masque. Mais là, attends, tu claques des doigts. C'est bon, tu peux devenir n'importe qui. Et en fait, et l'IA a bien progressé parce qu'il y a encore, il y a 2 ans, en 2022, je me souviens, les premières images qui sortaient, on arrivait à reconnaître que c'était pas le pape parce qu'il avait 6 doigts. On arrivait à reconnaître que c'était pas Barack Obama parce que ses traits étaient pas exactement les siens. C'est comme par exemple, j'avais vu Donald Trump qui embrassait Kamala Harris, qui était entre guillemets sa concurrente aux élections. Et tout le monde est tombé dans le panneau, quoi. Ah, mais c'est vrai, ils sont ensemble, etc. Mais non, recule. Les gens sont crédules et c'est ça qui est important aussi, c'est en effet le sens critique. Après, je pense qu'en France, on a dans culturellement, on a un bon sens critique. Mais par contre, c'est vrai que dès que tu dézoomes et que tu regardes à l'échelle planétaire, comment tu peux savoir s'il n'y a pas des gouvernements entiers qui vont tomber avec l'IA et que ça va générer en fait. Et de toute façon, quand tu regardes déjà les pronostics du GIEC qui sont pas forcément excellents, c'est peu dire. Il y a aussi, par exemple, le réchauffement climatique va entraîner, par exemple, des grands effets de migration, va entraîner de nouvelles guerres parce que les gens vont plus avoir leur territoire où ça va être des migrants écologiques, climatiques plutôt, pardon. Et ça va générer de nouveaux conflits. Et en fait, par-dessus, tu vas rajouter de l'IA. Donc, c'est aussi ça où, en fait, moi, je pense qu'on est vraiment à une croisée des chemins. Et c'est hyper important que les gens se renseignent, deviennent en effet critiques. Là, tu partageais l'autre jour, je trouvais ça hyper intéressant. Par exemple, au lieu d'utiliser ChatGPT, tu utilises Perplexity.
au moins tu as des sources. En fait, tu peux vérifier, tu as juste à cliquer sur le lien et tu vérifies si c'est pas un article de 2019 qui est plus du tout up-to-date, là où ChatGPT te donnera pas cette... ChatGPT aussi a des super compétences pour halluciner. Ouais. Donc, tu vois, même si le petit tip, c'est moi, parfois, je lui dis « do not hallucinate », tu vois, comme ça, mais bon, en fait, il hallucine, quoi, que veux-tu... Et ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT, quand tu prends la version vocale, que la personne te voit, enfin, ils ont montré à quel point, en fait, ce qui est bluffant avec l'IA, c'est que c'est tellement proche de nous qu'on les croit, en fait. Enfin, moi-même, par exemple, on te parlait de voyage, j'ai utilisé pour voir, pour qu'il me fasse un programme de voyage. Mais alors, c'est un truc que j'adore faire, moi, personnellement. Il m'a fait des trucs, et parce que je m'y connais un peu, je me suis dit, attends, il y a des trucs qui vont pas. Mais il faut un sens critique. Mais quand c'est sur un sujet où tu es complètement néophyte... Pour moi, dans tous les cas, demain, il y aura deux types de gens. Les personnes qui copie-collent le contenu de ChatGPT et les personnes qui sont un peu allées deep dive et sont allées déjà regarder si ce qu'ils disent, c'est vrai. Voilà, et ça va être deux types de personnes, quoi. Donc, c'est critique, quoi. Mais même si tu vois maintenant aujourd'hui, je reçois des messages et des messages et des messages, mais full ChatGPT. Mais en fait, je te vois. Ouais. Je sais que tu es en train d'utiliser. Attends, je l'utilise tous les jours. Et c'est vrai qu'ils ont. En fait, ChatGPT a un style. On le dit pas assez, mais il y a complètement un style. Tu peux changer. Oui, j'ai changé, tu vois, le ton, le style, etc. Mais en fait, ça se voit, c'est du full copier-coller. J'espère que ce message vous trouve en bonne forme. C'est vrai. Non, mais attends, et tu penses vraiment que je vais te répondre ? C'est vrai. C'est pas du tout, quoi. Mais donc, en fait, la question, c'est aujourd'hui, dans le monde de demain, comment l'IA va s'adapter à notre quotidien ? Et je reviens à l'ouvrage de Gilles Baninet. Son dernier chapitre, il fait une sorte de mini-dystopie positive où on embarque en 2030 sur une journée type. Et il montre, et c'est hyper intéressant. Et donc, la personne, elle est déjà dans des logements complètement éco-conçus, tu sais, où toute l'énergie est calculée par l'IA pour vérifier que tu consommes pas trop, etc. Ta liste de courses, elle est automatisée pour que tu n'aies jamais trop et ni que tu manques dans ton frigo. Et elle prend un petit bus qui est en fait un bus qui va prendre que quelques personnes, mais sur des trajets optimisés. En fait, c'est du covoiturage, mais nouveau. Et en fait, voilà. Et il explique, mais du coup, je t'avoue que ce chapitre-là m'a un peu, c'était rassurant parce que ça donne une perspective positive d'une utilisation d'une technologie qui est, on le redit, incroyable. Mais avec une bonne utilisation, où en fait finalement tu améliores ta qualité de vie sans être au détriment de la planète. Et c'est ça en fait, je trouve, qui est l'équilibre à trouver aujourd'hui. C'est comment on fait pour rester. On parle aujourd'hui de décroissance. Il y a des gens qui arrivent à casser complètement leur niveau de vie et voilà. Mais tu peux pas demander à la planète entière, à des gens qui n'ont jamais encore connu notre niveau de vie, de ne pas y atteindre parce que parce qu'on ça y est, on a atteint la limite du donut fortement. Par exemple, quand on parlait de sobriété numérique, c'est marrant. J'écoutais une conférence il y a pas longtemps. Il disait rien que le nom sobriété, personne. Sobriété, c'est pas un mot fun, par exemple. C'est l'inverse de ébriété. T'as pas envie on parle bien du sujet, quoi. Exactement. Donc, mais en fait, moi, je pense que faut plus parler de responsabilité numérique, c'est-à-dire que chaque personne ait conscience que oui, en fait, quand tu génères une image mid-journée, en fait, tu vas consommer l'équivalent d'une recharge portable. Ok, tu le sais, tu le fais en conscience. C'est plus ça, tu responsabilises chaque individu, mais une fois de plus, le sujet, c'est pas les individus, c'est vraiment quel enjeu, quelle perspective va prendre l'Union européenne, quelles décisions ils vont prendre dans les prochaines années à venir, quelles décisions les US vont prendre. Ça, c'est hyper important parce que eux, ils drivent quand même. La Chine. Je pense qu'on est clairement. Tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est plus les décisions de l'US, de la Chine, d'autant plus. Tu vois, avec les élections de Donald Trump, qui est totalement le climato-sceptique, bien sûr. Je vois pas de quoi vous parlez. Ouais. Dans tous les cas, je pense, vu le prix que ça coûte, entre guillemets, de développer déjà de l'IA, mais aussi de l'IA responsable, je pense que dans tous les cas, c'est un mix entre un travail entre les États, entre les entreprises. Donc, je pense que ce travail de collaboration, il va être forcément fait en communauté. J'aimerais bien savoir que toi, que tu puisses me dire si on a quand même un petit plan d'action de la fin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avancer dans la bonne direction et continuer cet optimisme, parce que je pense qu'il y aura toujours. Je pense que déjà, c'est pas en voyant les choses du mauvais côté que ça va s'arranger. Donc, au moins, quel est le plan d'action pour finir sur une note positive et que ça aille dans le bon sens pour nous et pour la planète.
Tu as donné le mot-clé. C'est vrai que l'économie, aujourd'hui, on est dans une économie de marché. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un énorme investissement. Je pense que c'est important de garder aussi des valeurs derrière tout ça. Et donc, une coopération internationale, ça, pour moi, c'est la première chose qui est essentielle pour la suite. Donc, il y a eu l'IA Act, il y a eu le premier traité mondial donc, qui a été signé par le Conseil de l'Europe. C'est une bonne chose. Les USA ont signé, le UK, l'UE et d'autres pays. C'est une première chose. C'est franchement pas une solution, mais c'est un bon pas. C'est un bon pas politique qui montre aussi qu'il y a un mouvement collectif, politique, dans ce sens. Ensuite, une responsabilisation aussi de tous les responsables des GAFAM et qu'ils aient conscience aussi de leur impact. Les deux autres choses, je dirais plus d'éthique et de responsabilité, mais à tous les niveaux. Ça, c'est aussi toi et moi, une prise de conscience aussi de ce que c'est l'IA, aussi pour les droits humains. Là, on se rend compte que le Conseil de l'Europe, ce qu'ils ont fait, c'est surtout par rapport aux droits humains, c'est bien. Pour l'instant, on ne parle pas encore du climat, mais c'est souvent le cas. Hein. Le climat, ça vient après les droits humains, ce qui est... Ouais, il y a une échelle, il y a biodiversité, humain et économie, malheureusement, mais c'est le cas. Donc j'espère qu'il va y avoir un peu plus de choses liées au climat qui seront injectées dans les prochains traités. L'IAC l'aborde un petit peu, mais voilà. Donc ça, plus d'éthique et à la fin, je dirais aussi une meilleure gouvernance en fait de gestion énergétique. Et ça, c'est la responsabilité des entreprises. Donc ça, pour le coup, à notre échelle, on peut faire difficilement. Et dernier point, c'est en fait soutenir toutes les initiatives. En fait, qu'il y a un élan vers le IA for Green. Ça, je trouve ça génial, en fait. Ouais. Donc, vraiment de soutenir ces initiatives-là. Avant, je pensais que ça s'appelait Tech for Good. C'est dans cette mouvance. L'idée, c'est d'utiliser cette technologie pour un impact positif. Mais si on regarde vraiment, si on est un petit tatillon, aujourd'hui, pour que ces technologies soient complètement positives et qu'elles aient un bilan carbone complètement neutre, il faut que les serveurs consomment moins, il faut que l'utilisation des métaux rares, que l'eau, etc. Donc, voilà. Mais on va vers un mieux. Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle Le bug humain, et qui est hyper intéressant parce que ça parle de neurosciences. Et donc, c'est un neuroscientifique qui, en fait, t'explique concrètement qu'on a un cerveau de primate qui a été construit pour vouloir toujours plus. Et c'est comme ça qu'on a survécu la course au bonheur. Voilà. Et qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on a une société de consommation qui est comme ça et que c'est si dur pour nous de nous réguler et d'être justement dans une sobriété et qu'on a toujours envie de plus. Et en fait, ce qu'il dit, lui, c'est de dire, en fait, le moyen de court-circuiter ce cerveau, c'est aussi d'avoir plus de sagesse et de prise de conscience et notamment de se reconnecter avec donc notre environnement, aller se promener en forêt, se rendre compte qu'en fait, on peut être très heureux simplement avec des choses simples. Et ça, je trouve ça, c'est une belle philosophie. Et il a fait un hiatus vis-à-vis de l'IA parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une technologie ultra mature, nouvelle. Et on est des cerveaux de primates. Donc, il faut qu'on arrive à prendre conscience que cette technologie-là ne va pas nous sauver complètement. C'est à nous de rester maîtres, de garder les rênes et de dire, OK, on a un super produit, qu'est-ce qu'on en fait et comment on évolue et comment on fait que notre planète, en fait, on évite le réchauffement climatique parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que si on ne fait rien, c'est beau l'IA, mais si on n'a plus d'eau, si on n'a plus une air de qualité... Je suis désolée, mais je suis hyper convaincue. Je suis convaincue qu'on va trouver, avec la technologie qui ne cesse de s'améliorer. Je le vois, j'ai vu des démonstrations de vrais outils qui te détectent en temps réel des secousses, qui permettent de gérer l'ensemble des secours, etc. à distance et de prévoir un tsunami. J'en sais rien, mais je trouve ça génial. Ouais. Je me dis, si on en est là maintenant, mais attends, mais où est-ce qu'on s'en lancera demain, quoi? Ouais. Après, bon, je préfère me dire, ok, positif, tu vois, parce que sinon, on déprime, quoi. Ouais, et c'est important d'en parler parce que il y a un vrai sujet autour de ça, de rester positif et de rester combatif aussi, de se dire, non, en fait, il y a des solutions qui existent et on va en créer de plus en plus parce que la technologie va évoluer et là, c'est normal, ça allait tellement vite qu'il faut réguler. Là, on est dans ces moments où, on est en train de créer le cadre pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et dans ce cadre, on va aussi créer des opportunités pour éviter qu'il y ait un coût énergétique qui soit monstrueux et qui finalement accélère le réchauffement climatique. Et ça, si on arrive à faire ça, déjà, c'est un super
Écoute, moi j'espère de tout cœur qu'on aura des leaders comme toi qui vont pouvoir communiquer, qui vont pouvoir au moins avoir leur impact et aussi montrer à travers leur passion, leur travail et leur dévouement que c'est possible de vraiment avoir un impact sur le monde et aussi non mais c'est vrai, tu vois, d'avoir un impact sur le monde et de se battre pour ce qu'on croit être bon pour la société. Et c'est vrai que c'est pas évident aussi de se dire à quel moment on s'engage pour une société meilleure et comment on la co-construit en fait. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir en fait une vision complètement cliché de l'écologie. Ça peut être juste déjà de dire ok, est-ce que je peux avoir un fonctionnement plus intelligent vers un monde meilleur, en tout cas qui permettra à nos générations déjà de futures. se poser la question en fait. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que déjà de se poser la question et de sortir du cerveau du bug humain et d'être plutôt dans la sagesse et de se dire ok, en fait voilà l'état général des choses, comment on évolue, comment on fait pour sans être non plus naïf mais positif. Écoute Mélanie, moi j'étais très contente de faire cet épisode avec toi. Également, parce que je pense que tu en as encore plein à nous partager et c'est vrai que là c'était courageux de ta part d'arriver à parler d'un sujet qui était aussi stratégique que celui-là. Avec des données qui changent. Là, on est en train de tourner. Je suis sûre que le mois prochain, les données seront différentes. Il y aura des milliards de choses. Donc voilà, je trouve ça courageux. Je trouve ça top. Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai mon LinkedIn déjà, tout simplement, Mélanie Beer, et je vais continuer à accompagner des entreprises qui investissent tous les jours pour avoir de l'impact positif. Et puis, en particulier, toutes ces startups, toutes ces entreprises dont on parlait au début. Qui essaient de changer le monde. Qui essayent de changer le monde avec l'IA. Et moi, je trouve ça trop beau aujourd'hui de savoir que, on peut peut-être arrêter des feux de forêt grâce à une IA. On peut peut-être, sauver des espèces menacées grâce à l'IA. Ou tout simplement construire un nouveau bâtiment qui sera moins énergivore. Moi, je dis oui. Et en tant que spécialiste de la communication, du marketing, si je peux accompagner ces entreprises-là, avec plaisir. Écoute, moi, en tout cas, je recommande à toutes ces entreprises d'avoir des personnes aussi passionnées que toi. Merci, et authentiques aussi, pour les accompagner sur leurs projets. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir. Et vu que je sais à quel point ça bouge hyper vite, que même les données les datas qu'on a présentées aujourd'hui, que tu as présentées aujourd'hui, elles peuvent très bien changer. Et j'aimerais bien que tu nous fasses un petit update dans quelques mois de tes avancées, des projets que tu as accompagnés. Et merci beaucoup. Merci beaucoup et merci encore pour la création de ce podcast dont je vous souhaite une longue vie.